Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec la crise en péninsule coréenne. La Corée du Sud et les États-Unis devraient entamer des discussions sur le possible déploiement d'un système de défense antimissile américain. Les deux alliés mettent leurs forces en commun pour déployer le système de défense en haute altitude appelé THAAD. Les deux pays vont décider du partage des coûts, du lieu d'accueil et de protection de l'environnement. La Corée du Sud et les États-Unis ont annoncé leur intention de discuter du déploiement du THAAD dimanche dernier, quelques heures seulement après le lancement par la RPDC d'une fusée longue portée. La Corée du Sud parle de provocation et entend bien se défendre. Les médias locaux rapportent que la présidente Park Geun-hye devrait s'exprimer sur le sujet la semaine prochaine. Aux États-Unis, la Chambre des représentants a voté à l'unanimité le durcissement des sanctions contre la République populaire démocratique de Corée. Le Congrès soumettra le texte au président Barack Obama. Les législateurs souhaitent que Washington, les Nations Unies et les autres gouvernements tiennent une position claire envers Pyongyang. La nouvelle loi adoptée inclut des sanctions secondaires contre toute personne ou entreprise commerçante avec la RPDC. Les nouvelles sanctions proposent de punir quiconque aidera le régime de Pyongyang dans la prolifération d'armes de destruction massive, dans l'acquisition de matériel de guerre, dans l'importation de produits de luxe, dans le non-respect des droits de l'homme et dans toute activité de cyberterrorisme. Les sanctions prévoient la saisie d'actifs, l'interdiction de visas et le refus de contrats publics américains. De son côté, la Chine a déclaré qu'elle soutiendrait une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies visant à faire payer à la République populaire démocratique de Corée ce qu'elle qualifie de prix nécessaire en raison du récent lancement d'un missile. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a fait cette déclaration lors d'un entretien avec l'agence de presse Reuters. Wang a aussi indiqué que Beijing exhortait les États-Unis à ne pas déployer leur système de défense antimissile à haute altitude en Corée du Sud, indiquant que cela pouvait également être utilisé pour cibler la Chine. La RPDC sous le coup de sanctions de l'ONU depuis son premier essai nucléaire en 2006. Elle a mené 3 autres essais depuis, dont un le mois dernier. Wang Yi déclare que l'objectif de ces sanctions est de faire revenir Pyongyang à la table des négociations et de freiner son développement nucléaire et de missiles. En prenant de nouvelles mesures et en adoptant une résolution avec de nouvelles et fortes sanctions, le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait avoir un objectif clair, qui est de réfréner efficacement les efforts de la RPDC visant à développer la technologie nucléaire et liée aux missiles. De hauts responsables de la sécurité et de la défense se sont réunis à Munich, en Allemagne, pour un forum annuel sur la sécurité, portant notamment sur le conflit en Syrie, la crise ukrainienne et le terrorisme. Le Premier ministre russe Dmitry Medvedev a répété à maintes reprises que la coopération entre la Russie et les États-Unis pourrait déboucher sur une normalisation de la situation en Syrie. Il a par ailleurs rejeté les accusations selon lesquelles les forces russes auraient bombardé des civils en Syrie, affirmant que, je cite, « c'est complètement faux ». Monsieur Medvedev a catégoriquement démenti les attaques du Premier ministre français Manuel Valls qui demande à la Russie de mettre fin au bombardement des civils. Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Çavuşoğlu a déclaré que la Turquie et l'Arabie saoudite pourraient mener une opération contre le groupe État islamique en Syrie. Le président syrien Bachar al-Assad croit aux négociations, mais il a ajouté que son gouvernement va continuer la lutte contre le terrorisme. Depuis le début du conflit, nous croyons fermement aux négociations et à l'action politique. Cependant, négocier ne veut pas dire qu'on arrête le combat contre le terrorisme. Les deux volets sont indispensables en Syrie. Le premier désigne les pourparlers et le deuxième la lutte contre le terrorisme. Assad a juré de reconquérir tout le territoire syrien dont de vastes territoires sont contrôlés par les forces rebelles ou djihadistes. Il a averti que les combats pourraient être longs. L'offensive en cours dans le nord de la province d'Alep et largement soutenue par le gouvernement russe a essentiellement pour objectif de couper la voie principale de ravitaillement de l'opposition depuis la Turquie. Le président syrien n'a pas écarté le risque d'une intervention militaire turque et saoudienne en Syrie. Il a également abordé le problème des flots de réfugiés syriens
et que c'était à l'Europe d'arrêter de protéger les terroristes, mais d'aider les Syriens à retourner chez eux. Au Brésil, le ministère de la Santé demande à la population de se joindre à la lutte pour vaincre le virus Zika lancé par le gouvernement dans tout le pays. Celui-ci estime que la meilleure façon de freiner la propagation du virus est d'empêcher les moustiques de s'installer dans les résidences des Brésiliens. Plus tôt, la présidente Dilma Rousseff et son cabinet sont descendus dans les rues pour une campagne de sensibilisation d'une journée qui a eu pour but d'atteindre 3 millions de résidences. Dans les jours à venir, les forces armées du Brésil et environ 71 000 militaires dans l'État de Rio de Janeiro essaieront de passer le message. Ils iront dans les domiciles pour distribuer des prospectus avec des informations sur la façon d'éliminer le moustique qui se reproduit dans et autour des maisons. Au total, environ 220 000 membres des forces armées du Brésil seront déployés. Les soldats travailleront avec des employés des services médicaux locaux. Le maire de Rio, Eduardo Paes, a minimisé la menace du virus Zika, disant qu'il s'agit d'une exagération pendant une visite aux installations aquatiques des Jeux olympiques de 2016. C'est un problème pour le Brésil, quelque chose dont nous devons nous occuper. Samedi sera le jour J contre les moustiques, contre Zika, contre la dengue. Nous devons régler la situation, mais nous ne pouvons pas faire de lien avec les Olympiques. Ce n'est pas un sujet olympique. C'est un sujet pour les Brésiliens et pour la ville de Rio de Janeiro. Nous passons maintenant aux actualités chinoises et nous commençons avec le bilan humain du tremblement de terre de samedi dernier dans le sud de Taïwan, qui est maintenant de 116 morts, dont 114 personnes de Weiguan. Tous les habitants du complexe de Tainan ont été retrouvés et la recherche de potentiels survivants va prendre fin. 2 immeubles se dressaient ici, dominant de leur hauteur un voisinage plutôt peu élevé. Une seule des 2 tours demeure debout. Les immeubles qui se trouvaient autrefois dans l'ombre du Weiguan Golden Dragon ont survécu au séisme. Mais des vies ont été brisées, car beaucoup connaissaient des gens dans le complexe. J'ai entendu des cris et je pouvais voir des blessés demander de l'aide de la fenêtre d'un immeuble effondré. C'était comme vivre en enfer. Nous avions toujours peur que cet immeuble ne s'effondre un jour. Nous n'avions pas confiance dans cette construction qui paraissait de pauvre qualité. Tout le voisinage est devenu une zone de catastrophe. Les autorités ont réquisitionné des boutiques pour qu'elles servent de salles de briefing, de centres pour les médias ou encore de stations de collecte des échantillons d'ADN des familles des victimes à identifier. Des bénévoles et l'armée ou des groupes religieux ou non préparent des repas pour les sauveteurs et les journalistes. J'ai ressenti une grande empathie pour les victimes et je ne pouvais pas rester là sans rien faire. J'ai décidé de venir aider. Les secours et le nettoyage des débris arrivent à leur terme. Mais cette nuit tragique où l'immeuble s'est effondré hantera les habitants du voisinage pendant encore longtemps. C'est si horriblement triste de voir tant de jeunes perdre la vie. Ça me déchire le cœur. Ça me déchire vraiment le cœur. Et Yang se rappellera de cet événement chaque fois qu'elle mettra un pied dehors et verra le ciel, là où la tour Golden Dragon se dressait autrefois. Les pompiers ont éteint un grand feu au port à conteneurs de Lai Tse Kok à Hong Kong. Aucun blessé n'a été signalé, mais un total de 31 véhicules, y compris des voitures privées, des camions et des bus touristiques, ont été détruits ou endommagés. La police enquête sur l'origine de cet incendie, mais suspecte que le feu est d'origine criminelle, comme il a démarré dans 2 conteneurs remplis de styromousse vendredi à minuit. Plusieurs explosions ont été également signalées sur le lieu du crime. Plus d'une centaine de pompiers ont dû être déployés pour venir à bout de l'incendie qui a duré 2 heures. Cela s'est produit au lendemain d'un autre incendie dans le parc du quartier de Mong Kok. De plus, un incident similaire s'est également produit jeudi. Les autorités hongkongaises ont inculpé une nouvelle personne pour son implication dans les clashs qui ont eu lieu dans la nuit de lundi à Mong Kok. Le prévenu sera jugé samedi. Au total, 41 personnes ont été inculpées de participation à une émeute.
40 personnes ont été présentées au tribunal, accusées d'avoir participé aux violences qui ont eu lieu à Mongkok. Tous les prévenus, sauf un, ont été accusés d'avoir participé à l'émeute. Le secrétaire à la justice, Rim Kih-yuan, a condamné cette émeute, la décrivant comme un sérieux défi porté au respect de la loi à Hong Kong, et démenti les spéculations concernant le fait que les poursuites judiciaires étaient motivées politiquement. Au cours des 2 dernières années, j'ai vu beaucoup de rapports de personnes reliant les poursuites à la politique. Je tiens à répéter que les poursuites ont été faites sans aucune considération politique. Les violences ont été manifestement illégales. J'espère que les gens arrêteront d'utiliser la politique en tant qu'excuse pour couvrir leurs actions. Les accusés se sont vus accorder une remise en liberté sous caution à condition qu'ils se tiennent éloignés de Mongkok. Ils devront se représenter au tribunal le 7 avril. Le département de la justice a déclaré qu'il travaillerait en étroite collaboration avec la police et qu'il examinerait les preuves avec minutie pour décider si d'autres accusations devront être envisagées. 3 personnes ou plus ont participé à un rassemblement sans la permission de la police et le rassemblement n'était pas pacifique, c'était une émeute. Les contrevenants pourraient se voir condamnés à un maximum de 10 ans d'emprisonnement. L'émeute a démarré sous prétexte de défendre les vendeurs de rue de manière similaire au mouvement qui a eu lieu en Tunisie où un vendeur de rue s'était immolé par le feu, ce qui avait déclenché un mouvement politique. Ces émeutiers voulaient répéter cette expérience et défier le gouvernement hongkongais. Dans la nuit de lundi, des dizaines de manifestants masqués ont attaqué la police avec des briques et des bâtons taillés en pointe. Un officier de police a tiré 2 coups de semonce afin de protéger un collègue à terre. Une enquête de la police a conclu que les tirs avaient été raisonnables et appropriés. Un tribunal a estimé que le policier avait agi en accord avec la loi et qu'il n'avait pas eu d'autre alternative que d'utiliser son arme. Nous espérons que les gens dotés d'un sens de la justice et d'une conscience soutiendront la police et le maintien de la sécurité à Hong Kong et fourniront un environnement stable et prospère. De nombreux groupes sociaux ont lancé des activités pour soutenir la police. La situation demeure tendue à Mongkok et les habitants espèrent que le gouvernement traduira les émeutiers devant la justice le plus tôt possible. Les députés des 2 camps politiques condamnent à l'unisson les violences. La plupart des habitants déclarent soutenir la police et les agences de maintien de l'ordre. Le gouvernement central a également annoncé soutenir fermement le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong concernant la protection de l'ordre public. La fin de la fête du printemps approche et les derniers voyageurs rentrent dans les grandes villes, mais le froid n'a pas facilité les déplacements. Un retour difficile vers les grandes villes de Chine pour la fin de la semaine de vacances. De fortes chutes de neige ont commencé vendredi en retardant plus de 20 vols et clouant au sol des milliers de gens dans la province du Ningxia. La soudaine baisse des températures, cependant, a favorisé l'accumulation de neige sur les autoroutes avec du verglas et autres. En Mongolie intérieure et à Jilin, le verglas et la neige fondante se sont abattus sur les routes, poussant les autorités à lancer des alertes. Et pour les voyageurs dans l'Est, c'est le brouillard. Dans le Shandong, le voile a été interdit. Et la visibilité sur les autoroutes du Jiangsu est descendue sous les 10 mètres, provoquant la fermeture des grands axes. Des voitures coincées par le brouillard se succèdent sur des kilomètres. Nous allons à Wuxi, l'embouteillage s'étend sur 4 km. Nous attendons depuis déjà une demi-heure. À Guangzhou, plus de 100 000 passagers sont arrivés dans la mégapole vendredi et nombre d'autres sont attendus ce soir. Le retour du pic des transports va durer jusqu'au 21 février. Après cette date seulement, le trafic commencera à diminuer. Selon la météo, l'air froid va provoquer pluie et neige dans le sud de la Chine ces prochains jours. Le département local des transports ferroviaires dit avoir pris des mesures de précaution dans cette perspective. Les 49 jeunes filles américaines qui avaient pris part à la danse des fleurs de jasmin durant le gala de la fête du printemps sont désormais de retour chez elles à Atlanta. C'est un véritable honneur pour ces danseuses que de se produire à la télévision chinoise devant ce grand spectacle qui est venu illuminer le réveillon de milliards de personnes dans le monde et ce depuis les années 80. Leilani Tien est très disciplinée pour son âge. Quand elle ne danse pas, elle étudie. Usually when I'm reading my AP US history book, I'm stretching or doing something like that.
La semaine dernière, Leilani et ses comparses de l'Académie Morning Star d'Atlanta ont investi la grande et prestigieuse scène du gala de la fête du printemps de CCTV. C'était une première pour cet événement qui est regardé par des milliards de personnes dans le monde. Comment pourrait-on ne pas être stressé? Mais nous sommes ensemble et nous avons une super relation d'équipe. Les filles ont passé 2 semaines à Beijing à se préparer. Leurs parents étaient avec elles, comme la mère de Abby Pan. Je sais que ma mère n'est pas une mère tigresse typique. Elle me laisse faire beaucoup de choses et je voudrais saisir cette occasion pour la remercier de tout ce qu'elle a fait. Les parents se souviennent, pour nombre d'entre eux, avoir regardé le merveilleux gala dans leur enfance. Au début, on n'arrive vraiment pas à y croire. Maintenant, ma fille peut y aller. C'est une super occasion d'aller visiter la Chine pour elle. Rémi Gouin, 11 ans, sort du lot avec sa chevelure blonde. Elle dit que tout le monde veut la prendre en photo en Chine avec ses cheveux jaunes, comme on dit ici. Ça ne la dérange pas, au contraire, elle semble même apprécier l'expérience. J'aime les villes et les lumières, et les feux d'artifice. Tout est trop cool, les immeubles sont super hauts et très jolis. Tout le monde a l'air gentil. Les filles ont reçu un accueil triomphal. La vidéo de leur performance a été vue des milliards de fois en Chine et à l'étranger. Un accueil formidable de la part des Chinois. Nous terminons cette édition avec notre série Redécouvrir l'Afrique. Aujourd'hui, nous partons pour l'Éthiopie, qui est un pays d'agriculture traditionnelle, mais qui tente depuis quelques années d'attirer des investissements étrangers dans le secteur manufacturier. L'un de ces investisseurs étrangers est le groupe chinois Huadian Group. Allons visiter tout de suite leur usine dans la zone industrielle de l'Est de l'Éthiopie. Chaque jour, ces ouvriers peuvent produire 7500 paires de chaussures à la Cité internationale de la chaussure de Huadian en Éthiopie. Toutes ces chaussures pour femmes sont exportées vers les États-Unis et l'Europe sous des noms de marques comme Guess, Mark Fisher ou encore Nine West. Messeret Girma travaille au département couture depuis 2 ans et demi. Elle est satisfaite de son travail et elle dit qu'elle va bientôt être promue superviseur de département. Au fil des jours, j'ai changé de poste et de salaire. Tout peut changer avec le temps, je suis très heureuse. C'est pourquoi j'ai commencé à travailler pour Huadian. J'aime travailler pour Huadian. Huadian est l'un des plus grands fabricants de chaussures pour femmes du monde. Il emploie 4000 ouvriers en Éthiopie. Mais les nouveaux ouvriers sans expérience doivent recevoir une formation. Du premier poste jusqu'au poste de management, Huadian donne sa chance à tous de recevoir une formation et d'être promu. Une règle que Demis Degef a très bien comprise. En 2013, grâce à son travail, Demis a eu la chance de recevoir une formation pendant 1 an aux quartiers généraux de Huadian à Dongguan dans le sud de la Chine. De retour en Éthiopie, il est désormais superviseur d'usine, s'occupant de centaines d'ouvriers. J'ai appris le chinois, le management et la culture d'entreprise de Huadian pendant ma formation. Le concept de temps est très important. Par exemple, si quelqu'un me demandait de venir à 14h30, je pouvais être en retard et arriver à 14h35. Mais après ma formation en Chine, j'ai changé ma conception des choses et si quelqu'un me demandait de venir à 13h, alors je viendrai à l'heure. En 2014, la Cité internationale de la chaussure de Huadian a exporté pour 18 millions de dollars de produits. Le président du groupe, Zhang Huazhong, dit que l'Éthiopie ne sert pas seulement à réduire les coûts du travail de 10 à 12%, mais il espère établir toute une chaîne de distribution dans les pays d'Afrique de l'Est et devenir un grand contributeur à l'économie du pays.
L'une de nos plus grandes contributions est que nous avons employé plus de 4000 personnes sur place qui ont maintenant un emploi et un salaire. Nous fournissons aussi les petits déjeuners et dîners et des services bus gratuits. Il ne s'agit pas seulement d'efficacité du travail. Ce qui est le plus important, c'est changer l'idée fausse selon laquelle ce qui est manufacturé en Afrique n'est pas bon. Si vous avez une bonne culture d'entreprise, un bon système de formation et une attitude de partage envers les autres, vous pouvez construire une bonne entreprise en Afrique. Huadian est l'un des premiers investisseurs dans la zone industrielle de l'Est. Ses performances ont aidé à attirer d'autres investisseurs dans la zone. Établi en 2009, qui accueille maintenant 36 compagnies, la plupart étant chinoises, les autres étrangères. Toutes les entreprises présentes dans la zone bénéficient de politiques préférentielles dont l'exonération d'impôts pendant 2 ans et une fourniture d'électricité toujours stable. Les produits envoyés de n'importe quel port chinois arrivent ici pour être traités en Éthiopie. Nous avons aussi un système de déclaration en douane rapide. L'Éthiopie se concentre maintenant sur l'industrialisation en stimulant la manufacture. Le gouvernement fédéral a pour vision de faire de l'Éthiopie une société de moyenne aisance d'ici à 2025. Selon notre plan, nous donnons la priorité aux investissements directs étrangers de partout dans le monde, spécialement de Chine, que ce soit les produits en cuir, des textiles, du métal ou de la métallurgie. Nous faisons dans le business de l'environnement et dans l'investissement direct étranger durable. Le ministre dit que l'Éthiopie est le second pays le plus peuplé d'Afrique après le Nigeria, ce qui veut dire une main-d'œuvre abondante, ce qui est un atout dans le secteur manufacturier. Et le pays construit maintenant différents parcs pour écourter les délais, dans l'espoir que plus d'investisseurs viendront de Chine ou d'autres pays aussi. La Chine est le premier investisseur dans la chaussure en Afrique et le groupe Huadian prévoit de faire de l'Éthiopie un hub global dans les 10 prochaines années. Le gouvernement éthiopien préfère élargir sa capacité de production et sa coopération avec la Chine en attirant plus de manufacturiers chinois dans les techniques, le soutien financier et l'expérience vont bénéficier au secteur manufacturier et aider le pays à décoller économiquement. C'est ainsi que s'achève ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Je vous remercie également de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur CCTV Français.